Salut les amis, bienvenue dans cette mini-série du Choucroute Garage où nous allons regarder les batteries de nos chères voitures sous toutes les coutures. Aujourd'hui, nous allons parler du feu. Depuis la nuit des temps se tapit en nous une peur instinctive. La peur du feu. Cette peur s'est muée en fascination, puis en intérêt, et même pour certains en passion. L'humanité a très vite compris que cette puissance destructrice pouvait être maîtrisée. Le feu devient un compagnon utile et même indispensable à la survie de notre espèce. Pourtant, dès les débuts de la civilisation des hommes, des accidents se sont produits. Des forêts ont brûlé, des gens sont morts, ou ont été blessés par ces flammes dansantes et chaudes. Les hommes en ont même fait une arme aussi bien psychologique que physique. Parfois, on attribue le terme feu à quelque chose qui n'en est pas, comme le feu nucléaire par exemple. Le feu est même devenu la marque de fabrique des enfers et représente la punition ultime dont les dieux nous menacent. Au-delà de ces manifestations de notre peur inconsciente du feu, les hommes ont fini par comprendre sa vraie nature. En la maîtrisant de mieux en mieux, la science de l'extinction du feu s'est spécialisée en remplacement des longues chaînes de citoyens transportant de l'eau pour éteindre un incendie avec des seaux. Les pompiers forment aujourd'hui une classe de personnes très spécialisées et hautement qualifiées. Petite parenthèse, les pompiers sont également des membres de notre communauté qui n'hésiteront jamais à risquer leur vie pour sauver la vôtre contre cet ennemi qui ne fait pas la différence entre les races, les couleurs de peau ou les opinions. Voir ces femmes et ces hommes pris à partie par ceux-là même qu'ils n'hésiteraient pas à sauver au péril de leur propre vie est quelque chose qui me révolte. Donc, amis pompiers de tout pays, de toute opinion et de toute race, de toute religion, vous avez toute mon admiration et mon respect. Je remercie ici Gérard Friedrich du Centre de secours de Marmoutier pour avoir relu mon script, modifié mes petites âneries et complété mon propos. Merci beaucoup Gérard. Lorsque l'automobile naît en 1831, elle est électrique. Le risque d'incendie de ces carrioles électriques était quasi nul, car elles utilisaient des piles rechargeables de faible capacité, le reste de la mécanique ne produisant que peu de chaleur, donc peu de risque d'incendie. En 1859, l'invention de la batterie acide-plomb va révolutionner le monde, et pas seulement dans le cas de l'automobile. On va retrouver ces batteries dans quantité d'appareils mobiles permettant lumière, énergie hors du réseau électrique. En termes d'incendie, ce type de batterie n'est que peu dangereuse si elle est bien utilisée. Son risque principal est l'explosion d'hydrogène. Comment ça, de l'hydrogène dans les batteries au plomb, c'est quoi cette histoire ? En effet, l'électrolyte liquide présent dans une batterie au plomb est de l'acide sulfurique. Pendant la réaction de charge, il y a dégagement d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau présente dans l'acide. C'est d'ailleurs une des raisons de la baisse de niveau des batteries et pourquoi il faut les contrôler. Si une batterie de ce type n'est pas correctement ventilée, une simple étincelle peut provoquer une explosion d'hydrogène. Sur les batteries automobiles, il y a même parfois un reniflard avec un petit tuyau à brancher dessus pour évacuer cet hydrogène à l'extérieur. Si l'explosion est de faible puissance en général, elle peut projeter des débris ou des gouttelettes d'acide, ce qui représente un danger non négligeable. Si l'auto électrique était très présente dans la première décennie du XXe siècle, où elle représentait plus d'un tiers du parc automobile mondial, elle cède la place aux deux autres modes de propulsion, la vapeur et le pétrole. Les voitures à vapeur connaîtront leurs heures de gloire jusque dans les années 1920, mais seront rapidement supplantées par celles équipées de moteurs à combustion interne, plus pratiques et plus performantes. Clou sur le cercueil de la voiture à vapeur, les risques d'explosion vont lui donner le coup de grâce. La combustion n'est pas si dangereuse que cela, mais la présence de grandes quantités de vapeur d'eau à haute pression et à haute température rend le procédé périlleux en cas de défaillance ou en cas d'accident. Avec l'arrivée de la Ford T et de toute l'économie du pétrole, les risques d'incendie ont augmenté exponentiellement dans les zones industrialisées et urbaines. Les pompiers ont été obligés de développer de nouvelles techniques adaptées à ce nouveau risque. Dès les années 1880, l'usage du pétrole lampant ainsi que de l'acétylène et d'autres carburants nettement plus énergétiques que le bois ont réclamé des réponses adaptées aux accidents. Des additifs ont été ajoutés à l'eau pour éteindre les feux et des grenades chimiques ont été inventées pour étouffer les flammes. Dans tous les cas, il s'agissait à la fois de réduire la chaleur du feu et de couper son alimentation en oxygène. En ce qui concerne l'automobile, tout en est resté là jusqu'à l'apparition du GPL dans les voitures particulières. Ceci ne veut pas dire que les pompiers se sont tournés les pouces pendant toutes ces années. L'arrivée du nucléaire a vu son lot d'accidents, obligeant les soldats du feu à trouver toujours de nouvelles solutions.
Les feux électriques ont obligé également à développer des techniques particulières. Les premières explosions de voitures au GPL ont de nouveau obligé les pompiers et constructeurs automobiles à se remettre en question. La solution a été trouvée par l'ajout d'une valve de sécurité permettant d'évacuer toute surpression. Cela répandait le feu mais empêchait l'explosion. Avant l'invention de cette valve, les parkings souterrains étaient souvent interdits aux voitures au GPL d'ailleurs. Nouvelle époque, les premières batteries lithium-ion arrivent sur le marché dans les années 1990 et les accidents se multiplient. Entrant dans le monde de l'information, toute une génération de geeks découvre les objets connectés et la puissance des batteries au lithium. Cette puissance électrique est le corollaire d'une puissance chimique et certains petits malins n'ont pas tardé à le découvrir. Ils ont au fait de se rendre compte que si on perçait une batterie au lithium alors qu'elle est chargée au maximum, il y avait de fortes chances qu'elle prenne feu, voire même qu'elle explose. En faire la démonstration avec les nouveaux moyens audiovisuels naissants assurait la célébrité à son auteur, enfin pour quelques jours. Même si ces démonstrations spectaculaires ne prêtaient pas à conséquence, vu la taille des batteries et donc de l'énergie dégagée par ces combustions, cela n'empêchait pas de rendre aux yeux du public les batteries dangereuses. Lorsque l'on a commencé à mettre ces batteries dans des autos, dans des avions ou dans des applications énergivores demandant de grosses batteries, c'était plus le même voyage niveau danger. Utilisées comme batterie de secours pour les systèmes de vol dans le Boeing 787 Dreamliner, elles ont bien failli tuer la carrière de cet appareil. Le Samsung Galaxy Note 7 a eu moins de chance puisqu'une série d'accidents a entraîné son retrait de la vente. Dans l'automobile, c'est la Fisker Karma qui sera la malheureuse victime de ces batteries produites par A123 Systems qui ne maîtrisait visiblement pas la sécurité de ces batteries lithium-ion. Vous pouvez trouver l'épisode que je lui ai consacré dans les fiches d'ailleurs. Dans tous les cas que nous venons de voir, les batteries ont posé des problèmes très rapidement après leur commercialisation. Toutes ont souffert de défauts de conception, de fabrication et les enquêtes ont toutes révélé que les recherches du coût le plus bas a grandement joué dans la fiabilité des batteries ainsi que l'inexpérience de ses concepteurs. Récemment, les pompiers non spécialisés se sont vus confrontés à de nouveaux risques, ceux liés à l'hydrogène. Si je parle de ce carburant, c'est que certains le voient comme un prolongateur d'autonomie idéal pour la voiture à batterie. Pourtant, comme le GPL, ce gaz est stocké sous haute pression, sous très haute pression, nettement plus haute que pour le GPL. Avec plusieurs centaines de bars, les réservoirs d'hydrogène se doivent d'être extrêmement résistants. Pour cela, ils doivent résister à la pression, mais aussi à l'effet corrosif de l'hydrogène. Voir le lien dans la description. Le choix des matériaux composites était alors évident pour l'utilisation voulue, mais posera des problèmes en cas d'incendie. Les essais dont vous trouverez les liens en description démontrent même que le réservoir d'un petit générateur à pile à combustible est susceptible de créer d'immenses dégâts alors que la batterie au lithium n'a pas du tout été touchée. Dans le cas d'une voiture à essence ou diesel, c'est souvent une fuite de carburant ou de lubrifiant sur l'échappement qui déclenche l'incendie. Il faut alors que le carburant s'évapore et qu'il y ait une étincelle. Dans certains cas, la température des éléments mécaniques est si élevée qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir une étincelle. Il y a alors auto-inflammation. Le feu s'allume alors de manière instantanée et consumera tout ce qu'il y a autour. Peinture, caoutchouc, plastique. Contrairement à la croyance populaire, le réservoir à carburant n'explose quasiment jamais lors d'un choc, à moins qu'il soit quasiment vide et ne contienne pratiquement plus que de la vapeur de carburant. En revanche, si le carburant est répandu sur une surface chaude et s'évapore, mieux vaut prendre ses distances. Le gasoil est le carburant le plus difficile à inflammer, mais son feu est très énergétique, donc à très haute température. C'est aussi l'un des plus durs à éteindre. L'essence s'allume plus facilement avec un potentiel calorifique moindre. Le GPL, de par sa nature de gaz, est aussi plus facile à allumer, mais les accidents ont permis un renforcement drastique des normes de sécurité. Les soldats du feu, informés des dispositifs de sécurité, se placent dans un angle évitant le jet de gaz en cas de surpression. Ils refroidissent alors le réservoir autant que possible et le dégazage diminue jusqu'à maîtrise totale de l'incendie. Pour l'hydrogène, tout reste à faire, mais les industriels se penchent sur la question. Une fuite combinée à la présence d'une étincelle serait une conjonction dévastatrice allant jusqu'à l'explosion non prévisible de l'hydrogène. En effet, il faut très peu d'énergie pour déclencher un feu d'hydrogène, 10 fois moins que pour l'essence. L'électricité statique serait suffisante pour déclencher un incendie ou une explosion. C'est probablement ce qui est arrivé au Zeppelin Hindenburg en 1937, provoquant la mort de 35 passagers.
Une chance qu'il s'agissait d'hydrogène non pressurisé et que le mélange hydrogène-oxygène n'était pas parfait. Tous ces types d'incendies sont finalement assez similaires et s'allument tous avec une fuite de carburant et une étincelle. Mais alors, qu'est-ce qui fait brûler les voitures électriques ? Le cas de la batterie lithium est différent et c'est ce qui le rend inquiétant aux yeux des foules. Il semble s'allumer spontanément. Ce n'est bien entendu pas le cas. Il y a plusieurs causes aux incendies de batterie. En premier lieu, un incendie extérieur. Lorsqu'une batterie au lithium se trouve dans un incendie, elle va chauffer et son enveloppe peut alors se rompre. Elle fondra ou brûlera si elle est en polymère comme sur nos smartphones ou sur les Nissan Leaf par exemple, tandis que les batteries à contenant aluminium comme sur les Tesla rompra à cause de la pression interne. Ces dernières cellules sont d'ailleurs équipées d'un orifice permettant de relâcher la pression avant d'arriver au point de rupture. La seconde cause d'incendie de batterie est la rupture de l'enveloppe de la cellule suite à un choc. Les composants internes risquent alors de prendre feu au contact de l'air. Et c'est exactement ce qu'il se passe lorsque des petits malins vous montrent des explosions de batteries de smartphone faites volontairement. Très habitués au risque d'incendie, les constructeurs automobiles ont bien entendu pris en compte ce risque et ont bien protégé leurs batteries. Un accident face à une voiture thermique qui s'est embrasée est un facteur favorisant la combustion d'une batterie après choc, mais c'est plutôt rare. Parce qu'en effet, même les voitures thermiques brûlent quand même rarement après un accident. Reste la combustion spontanée qui préoccupe fortement les commentateurs et les journalistes. Elle intervient essentiellement en cas de court-circuit. Pour cela, il faudra 3 facteurs. Une batterie fortement chargée, beaucoup de chaleur liée à un court-circuit et une étincelle. Dans le cas des poches polymères, une faible qualité des matériaux de confinement ou un court-circuit prolongé provoquera une fuite. L'électrolyte carboné va alors se répandre et prendre feu. La présence de chaleur et d'autres matériaux combustibles autour, comme les plastiques, les caoutchoucs et les peintures, va entretenir le feu. On risque alors d'avoir une réaction en chaîne. Le cas des cellules en aluminium est similaire, mais demandera des températures nettement plus élevées pour permettre au feu de s'étendre. L'absence de polymère permet également de réduire la quantité de combustible pour le feu, et la résistance des cellules permet de conserver le confinement de l'électrolyte de manière plus importante, ce qui fait qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour avoir un risque d'emballement. Dans une batterie Tesla, par exemple, la présence des serpentins de refroidissement liquide permet également d'absorber une partie de la chaleur et limite la propagation du feu de cellule en cellule. Si le feu se développe, les conduites vont percer et le liquide de refroidissement va se répandre. Il est très faiblement inflammable, mais va avoir tendance à baisser la température de la combustion. Lorsqu'une batterie est bien conçue et que sa gestion électronique fonctionne bien, il est extrêmement improbable de voir une batterie s'enflammer spontanément. Prenons l'exemple de la Tesla qui a pris feu pendant un essai à Bayonne en 2016. Comme dans beaucoup d'accidents, l'enquête a démontré une conjonction de causes. Une borne mal serrée a causé un échauffement anormal de certaines cellules de la batterie. Les étincelles ont allumé des vapeurs, créant ainsi l'incendie qui s'est propagé à toute la voiture. Tesla a rapidement réagi en admettant le défaut de fabrication et en modifiant son système de gestion de la batterie afin de limiter la propagation du feu en isolant électriquement les cellules intactes. Cela permet de réduire la température dans les cellules et d'empêcher l'électrolyte de s'échapper. De plus, cela sécurise l'intervention des pompiers puisque le véhicule est immédiatement mis hors tension. Les soldats du feu n'ont toutefois aucune certitude et dans la mesure du possible, si le feu n'est pas trop important ou s'il n'est pas encore réellement déclaré, ils peuvent couper l'alimentation à l'endroit désigné par le constructeur. La rapidité des secours est essentielle, ainsi que la parfaite connaissance de la nature du feu. Plus les pompiers arrivent vite, moins la chaleur de l'incendie a le temps de se propager. Ceci est valable d'ailleurs pour n'importe quel type d'incendie. Refroidir une petite zone de la batterie est relativement facile, mais répondre à un embrasement généralisé est bien plus compliqué. Ce qui rend le feu des batteries au lithium différent des autres feux est sa capacité à reprendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures après l'extinction. En effet, les réactions électrochimiques peuvent continuer à produire de la chaleur, rendant un nouveau départ de feu possible. Les soldats du feu ont développé toute une panoplie de techniques permettant de limiter ce risque. Le premier outil à leur disposition est destiné aux batteries de petite taille sous forme d'une poche de confinement étanche. En polymère renforcé, résistant au feu, elle permet d'isoler les batteries de l'air ambiant et donc de l'oxygène. Une telle méthode serait possible pour une batterie de grande taille, mais serait-elle vraiment pratique ?
Les pompiers ont alors pensé mettre les batteries hors d'air en immergeant totalement la voiture dans une piscine ou un bac prévu à cet effet. Cela aura également pour effet de prévenir la combustion du cœur des cellules et donc un nouveau départ de feu. Ce n'est toutefois pas pratique et cela demande une grande quantité d'eau. Une troisième solution vient de voir le jour sous forme d'un additif développé par Johnson Controls, équipementier américain. Mélangé à de l'eau, l'additif F500 va réduire la température du feu et ainsi limiter sa progression. On pourra ensuite le pulvériser dans le pack batterie pour éviter la résurgence des flammes. Comme on le voit, nouvelle technologie, nouveaux risques. Nouveaux risques, nouvelle peur, nouvelle solution. Les techniques avancent vite pour répondre à notre besoin de sécurité et à ce jour, les risques d'incendie d'une voiture à batterie lithium-ion sont extrêmement limités. De plus, contrairement au gaz, comme le GPL ou l'hydrogène, qui peuvent exploser sans signe précurseur, l'incendie d'une auto à pétrole ou à batterie lithium sera toujours précédé d'une fumée ou d'une odeur, mettant en garde sur ce qu'il va arriver. Ça donne le temps de se mettre en sécurité. Le développement des techniques de combat contre ces incendies spécifiques et la production de plus en plus maîtrisée en termes de sécurité des cellules de batterie lithium-ion va permettre à l'avenir d'obtenir l'une des technologies les plus sécurisantes de toutes celles qu'on a pu voir dans l'automobile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai voulu quelque chose d'assez synthétique. Je vous mets en description toute une série d'articles qui vous permettront d'aller plus loin et de voir les choses de manière totalement objective. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je constate qu'une grande majorité de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à le faire, ça me permet de mieux référencer la chaîne et de la faire perdurer sur le long terme. Merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.